Bonjour, docteur Sophie Hélène Zamy. Bonjour. Bienvenue ici à Maison Épigénétique. J'ai hâte de rentrer dans notre conversation et d'apprendre tout sur la French radiologist. Alors Sophie Hélène, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours? Quand est-ce que vous êtes venue cette envie de devenir médecin? Alors depuis toute petite, en fait, j'ai toujours voulu faire médecine. J'ai 3 de mes grands-parents qui sont médecins. Donc j'ai toujours grandi un peu dans cet univers scientifique parce que mon père était ingénieur. Donc les week-ends, il nous emmenait souvent à la Cité des Sciences. Et donc j'ai toujours eu une appétence pour comprendre le fonctionnement de la nature, déjà les plantes, comment elles fonctionnent, mais aussi le corps humain. Et c'est vrai que la machinerie du corps humain, elle est hyper complexe et à la fois hyper mystérieuse et intrigante. Et j'avais envie en fait de déceler et de connaître au plus profond qu'on puisse savoir cette machinerie qu'est notre corps. Et donc c'est ça aussi qui m'a poussée à faire médecine, c'était pour en savoir plus sur le fonctionnement, mais aussi me dire que j'allais faire un métier qui allait avoir un sens, qui allait être utile, où j'allais pouvoir avoir le pouvoir de connaître les maladies des gens et de pouvoir les aider par la suite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper enrichissant et on va dire stimulant, donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. À quel âge à peu près vous saviez? Je sais que, je sais pas, je devais avoir 8, 9, 10 ans. Je savais déjà que je voulais faire médecine. Mon imagerie préférée quand j'étais petite, quand je lisais mes livres, c'était l'imagerie du corps humain. J'avais l'imagerie de l'espace, j'avais l'imagerie de l'histoire. Et c'est vrai que bon, l'histoire, ça me passionnait pas tant que ça. Mais le corps humain, j'adorais regarder comment comment la digestion se passe, qu'est-ce qui se passe, comment se consolide une fracture, etc. Et c'est vrai que cette imagerie, ça a été une grande partie de mon enfance. Et après, j'ai eu, quand j'étais allée à la Cité des Sciences, un autre livre plus poussé sur le fonctionnement du corps humain que j'adorais lire aussi, sur le goût, les différentes zones qu'on peut avoir sur la langue pour détecter les saveurs, etc. Et tout ça, je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, je me suis toujours dit que j'allais faire des études de médecine. Et à quel moment vous avez su que vous vouliez devenir radiologue? Alors radiologue, c'est venu beaucoup plus tard parce que initialement, c'est vrai qu'au lycée, j'avais eu ma petite période où je disais à mes copines, je vais être chirurgienne plastique et je vais tout refaire. Et non pas qu'elles étaient moches, hein, mais c'était juste j'aimais bien le côté plastique, refaçonné, parce que j'aimais beaucoup aussi l'art. Et je trouvais que voilà, un chirurgien esthétique, en fait, il remodèle les corps, il leur donne une sorte de nouvelle dimension. Et je trouvais ça hyper intéressant. Malheureusement, j'ai fait 3 stages de chirurgie qui ne m'ont pas convaincue que la vie de chirurgien était celle que je voulais. Donc, je me suis un peu ravisée. J'ai beaucoup hésité entre la radiologie et la dermatologie parce que j'adore observer les maladies. J'ai jamais été très sensible par le toucher parce qu'il y a des spécialités où on va être beaucoup dans la palpation. Par exemple, les chirurgiens digestifs, ils vont être beaucoup, ou les gastro-entérologues, dans la palpation abdominale. Et c'est vrai que c'était quelque chose que je n'ai pas trop ausculté avec écouter les mots du cœur comme le radiologue, comme le cardiologue peut le faire. Ça m'intéressait pas non plus des masses, d'écouter un souffle. Voilà, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Et j'aimais vraiment regarder comment les maladies, elles parlent, mais visuellement. Et c'est vrai que la dermatologie, c'est une spécialité qui est hyper riche et où on regarde chaque lésion de façon hyper fine. Déjà, ses contours, la forme, la couleur, est-ce qu'il y a des bouts de squame qui partent, etc., sa texture. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais hyper intéressant. Et en dermatologie, le seul X, si je puis dire, c'est que on va rester focus sur un organe qui est la peau, alors qu'en radiologie, on apprend à lire les maladies avec plein de modalités d'images différentes, à regarder une appendicite au scanner, mais aussi à le regarder à l'échographie, ou de regarder un scanner cérébral ou une IRM cérébrale pour reconnaître des pathologies différentes. Donc c'est vrai que la radiologie, c'est hyper riche et on continue en fait à être généraliste de toutes les maladies du corps. Et je trouvais que c'était hyper intéressant, hyper stimulant, et qu'il y a ce côté où on apporte la clé du diagnostic, parce que voilà, le patient, il va venir avec des symptômes, le médecin, il va prescrire un examen d'imagerie, et c'est le radiologue, en regardant les images, qui va détecter qu'est-ce qui ne va pas. Donc je trouve que du point de vue raisonnement médical, dans la prise en charge, on joue vraiment le rôle clé, où on ouvre la porte pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est fabuleux. Et ce que je trouve génial, c'est de voir votre passion. On voit que vous êtes vraiment passionné. Est-ce que justement, c'est cette passion qui vous a emmené à devenir chef de clinique? Alors, donc moi, j'ai fait mon internat de radiologie. J'ai fait mon internat de radiologie à Tours. Et pendant mon internat de radiologie, vu que je suis parisienne et que voilà, j'avais ma famille et mes amis,
et qu'il y avait des centres de spécialisation où je voulais vraiment en savoir plus. J'ai fait 1 an d'interchu à Paris où j'ai fait de l'imagerie thoracique et j'ai beaucoup aimé l'imagerie du poumon parce que c'est une sémiologie aussi qui est très fine, qui est très subtile et c'est vrai que peu de radiologues le font parce que c'est quelque chose qui est assez niche, donc je trouvais ça hyper intéressant. Et à côté de ça, j'aime beaucoup l'imagerie de la femme. Donc, j'aime beaucoup l'imagerie du sein, l'imagerie des ovaires, l'imagerie de l'utérus. Et les radiologues, en fait, ils vont se spécialiser dans des parties du corps. Donc, il y a les neuroradiologues, il y a les radiologues qui vont être spécialisés en osso-articulaire, d'autres qui vont être spécialisés dans le poumon, dans le sein, dans le digestif, etc. Et moi, en fait, mes domaines de prédilection en radiologie, on va dire que ça va être le poumon et l'imagerie du sein. Et donc, quand j'ai fait mon interchu à Paris en imagerie du poumon, on m'a proposé un poste et donc je me suis dit c'est une super occasion pour justement parfaire mes connaissances dans l'imagerie du poumon. Et là après je vais changer, je vais partir dans un autre hôpital à la Pitié-Salpêtrière début novembre. D'accord. Pour faire plus d'imagerie de la femme, plus d'imagerie du sein parce que c'est vrai qu'à Cochin ils n'ont pas de mammographie et donc ils font pas d'imagerie du sein et que pour moi c'est quelque chose qui est hyper important. Super. Vous dites souvent que votre métier c'est traduire un langage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En gros, l'imagerie médicale, c'est apprendre une deuxième langue. C'est-à-dire que déjà, quand on se lance dans les études de médecine, on apprend tout le dialecte médical. C'est quand même apprendre une nouvelle langue. Et en plus, la radiologie, c'est apprendre à lire des images. Donc, c'est encore se spécialiser dans quelque chose qui est déjà spécialisé. Donc, c'est vraiment un entonnoir. Et le but de mon compte ou de ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est justement de traduire ça pour le grand public pour que ce soit accessible. Parce que je pense que des personnes qui sont informées de leur santé, c'est des personnes qui vont plus prendre soin d'eux et qui vont justement améliorer leur santé et d'avoir justement une vocation un peu de santé publique comme ça. Je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important parce qu'on sait que le meilleur moyen de prendre soin de soi, c'est la prévention et qu'il y a plein de maladies aujourd'hui qui pourraient être évitées si on prenait plus soin de nous. Je suis complètement d'accord. Est-ce que ça veut dire que vous voyez souvent ce que personne d'autre ne voit ou veut voir ? Alors, c'est vrai que les radiologues qui vont être spécialisés dans un domaine, ils vont avoir l'expertise pour détecter les maladies qui sont dans leur domaine. Par exemple, les neuroradiologues, ils vont voir des choses que peut-être moi, radiologue en imagerie du sein, je ne pourrais pas voir parce que je ne suis pas spécialisée. Mais moi, en imagerie du sein, je vais voir des choses que le radiologue qui fait de la neuro, il ne pourra pas voir. Donc, le but, justement, c'est qu'on soit tous un peu complémentaires en radiologie, un peu comme une mosaïque où chacun joue un peu un rôle dans une partie du corps. Et c'est vrai que justement, on arrive, grâce à l'imagerie médicale, à voir les maladies qui peuvent être silencieuses, dans le sens où, par exemple, une petite tumeur qui apparaît, et au début, le patient ne va pas avoir de symptômes, elle ne va pas avoir de traduction clinique. Mais nous, on va avoir ça qui est silencieux, on va le faire parler grâce à l'imagerie. Donc c'est l'importance des dépistages, justement, c'est de prévenir, de détecter les maladies avant que les symptômes apparaissent. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on traduit un peu les maladies silencieuses. Justement, on va rentrer dans Octobre Rose très prochainement. Ouais. Qui dit Octobre Rose dit cancer du sein, dit mammographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi sert une mammographie et pourquoi c'est important ? Oui. Alors, le principe de la mammographie, c'est qu'elle utilise des rayons X comme quand on fait une radio. Donc, on ne va pas faire une radio de la main ou de la jambe ou du poumon. Là, on va faire une radio du sein. Mais comme le sein, en fait, c'est un organe qui est ici, on ne peut pas le prendre de face comme ça. Donc, on va le mettre entre 2 plaques. Donc, la patiente, elle va poser son sein sur une plaque. Le manipulateur radio va abaisser la plaque au-dessus et il va comprimer le sein. Alors, j'aime pas trop cette image, mais c'est quand même une image assez parlante. C'est comme une machine à panini où il faut imaginer que le panini, c'est le sein. Et en fait, on va baisser la plaque au-dessus pour justement étaler la glande au mieux. Alors, si on comprime les seins, c'est pas parce qu'on aime torturer les patientes, vraiment pas. C'est parce qu'en fait, la compression mammaire améliore la qualité des clichés mammographiques parce qu'on étale bien toute la glande. Et c'est comme la planète. Par exemple, si je vois le globe terrestre comme ça, VS, si je l'étale sur une carte, je pourrais mieux voir si je l'étale sur une carte. C'est la même chose pour le sein. En fait, on va vraiment étaler pour voir toutes les régions du sein et être le plus sensible possible pour détecter les maladies. Et donc, la compression mammaire, ça diminue le risque d'irradiation aussi parce qu'en fait, comme l'épaisseur du sein, elle est diminuée, ça veut dire qu'on utilise moins de rayons X. En fait, plus un objet est volumineux, plus on va envoyer une grosse dose de rayons X. Plus un objet est petit,
moins je vais mettre de rayons X. Et donc le sein, le fait de diminuer l'épaisseur, ça va diminuer la dose d'irradiation et donc faire en sorte que ce soit le moins délétère pour les patientes du point de vue radioprotection. Alors, je confirme que c'est clairement pas agréable, mais bon, c'est nécessaire. Et du coup, c'est un mauvais moment à passer, mais vaut mieux ça que de se retrouver après avec, si je puis dire, le pire cas qui puisse arriver, c'est qu'on laisse passer un cancer au travers parce qu'on a eu peur de faire la mammographie et qu'après on se retrouve avec des métastases osseuses qui vont nous empêcher de marcher parfois, ou des métastases cérébrales qui vont nous rendre confus, un peu déments, etc. Je pense que la balance entre se retrouver avec des métastases vs faire un examen qui va être désagréable, elle est quand même du côté de l'examen désagréable. Donc ça, c'est pour ces patientes-là qui vont avoir un suivi très rapproché parce qu'elles ont les mutations génétiques BRCA1, BRCA2, qui sont des mutations à haut risque de développement de cancer. Ensuite, il y a les patientes qui ont donc un très haut risque familial, les patientes qui ont un haut risque familial, et ensuite, il y a les patientes de la population générale. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que renseignez-vous dans votre famille pour savoir qui a eu des cancers du sein, même une tante, une grand-mère, ça compte comme des apparentés, une sœur aussi. Et ensuite, en fonction de ça, le médecin radiologue ou le gynécologue va calculer le score, un score des seins G, qui a un score de risque de développer un cancer du sein en fonction de la génétique. Et en fonction de ça, justement, on va voir s'il y a besoin de faire une surveillance particulière plutôt que celle du dépistage organisé. Ou par exemple, si un papa dans la famille a eu un cancer du sein, et ben là, ça augmente le risque de beaucoup parce que le cancer du sein, il est très rare chez l'homme. Et donc, le fait d'avoir ce facteur de risque dans la famille, ça augmente le risque d'avoir un cancer. Du coup, un cancer de sein chez l'homme, je suis curieuse. Comment vous le dépistez? Parce que ça ne doit pas être facile de faire un mammogramme pour un homme, non? On arrive à faire des mammographies aux hommes. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que les patientes qui me disent j'ai des petits seins, j'ai peur de faire la mammographie, j'ai envie de leur dire on fait des mammographies aux hommes et ça peut se faire. D'accord. Donc je sais que c'est les manips radio après qui me le font. Moi je l'ai jamais fait, mais je l'ai déjà vu. Et en fait ils vont prendre la peau et le plaquer. Ça va être beaucoup moins volumineux qu'un sein sur la mammo, mais quand même on peut voir la glande s'il y a de la glande mammaire parce que en fait les pathologies du sein chez l'homme, il y a plusieurs types. Il y a la gynécomastie. La gynécomastie, c'est des hommes qui vont avoir du tissu glandulaire, comme de la glande mammaire dans leur sein, et ça va faire soit une gynécomastie d'un côté, soit une gynécomastie des deux côtés. Et en général, du coup, c'est des hommes qui vont avoir une certaine poitrine. Il faut savoir que ça s'opère et que c'est bénin. Après, il y a les adipomasties, où c'est pas de la glande mammaire, mais ça va être du tissu graisseux dans le sein qui va faire augmenter le volume des seins chez l'homme, de la poitrine chez l'homme. Et ensuite, il y a la petite boule que le monsieur va se palper, que les hommes vont palper, et ça, justement, ça peut être parfois un cancer. Mais du coup, c'est aussi important que les hommes soient alertes que le cancer du sein puisse exister chez l'homme et que chaque modification clinique qu'ils peuvent avoir sur leur sein, leur poitrine, il faut aller consulter. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle quasiment jamais, donc merci de l'avoir précisé aujourd'hui. Du coup, on parle d'imagerie aujourd'hui, on parle de choses cachées dans le corps. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans le sujet du système lymphatique un petit peu, parce que c'est notre sujet de prédilection. Vous l'avez étudié, le système lymphatique, à la fac de médecine? Alors oui, le système lymphatique, on l'apprend dès les premières années lors des cours d'anatomie. Donc, c'est un peu mystérieux parce que c'est quelque chose qui est tellement petit. Il faut savoir que le plus petit vaisseau lymphatique, il va être plus petit qu'un cheveu, donc ça va être très 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 fin. Et le plus gros vaisseau lymphatique, qui est le canal thoracique qui est ici, il va être de la taille d'un spaghetti. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper fin, mais qui joue un rôle essentiel pour notre immunité, pour plein de choses dans le fonctionnement de notre corps. Le système lymphatique, en fait, il draine un liquide qui n'est pas du sang, à la différence des artères et des veines, mais il va être à côté des artères et des veines et il va drainer ce qu'on appelle la lymphe. Et la lymphe, en fait, ça transporte les déchets cellulaires, ça transporte aussi les cellules immunitaires, les globules blancs. Et en fait, moi j'aime bien le comparer à un petit train. Le système lymphatique, pour moi, il y a les rails, donc c'est la lymphe, le système PAM. Il y a les rails qui sont justement les vaisseaux lymphatiques. Et il y a les cellules immunitaires ou les déchets qui sont les trains. Et en fait, les gares, ça va être les ganglions. C'est là où les échanges se font, les relais se font. Et donc, la lymphe va arriver dans les grosses gares
où il y a les tris qui vont se faire. Et après, elle repart dans la circulation. Et c'est comme ça, en fait, que notre corps régule un peu tout ce qui est déchets cellulaires. C'est un peu la grosse déchetterie de notre corps humain qui régule un peu tout ce qui est système immunitaire. Donc, quand on parle de cancer du sein, de dépistage, on parle de mammographie, mais du coup, une fois qu'un cancer a été diagnostiqué, quels sont un peu quand on voit quelque chose sur une mammographie, c'est quoi les étapes suivantes, justement? Alors, la première étape, si moi je vois par exemple quelque chose à la mammographie, je vais faire une échographie pour voir aussi comment elle est, la structure qu'elle a à l'échographie. Et ensuite, quand je vais faire mon échographie, je vais regarder les creux axillaires justement pour rechercher s'il y a des ganglions. Parce que le premier relais du cancer du sein, ça va être les ganglions axillaires. Parce que, en gros, comme tout cancer, il va envahir les tissus environnants, il va envahir les structures avoisinantes. Et donc, le système lymphatique du sang, il se draine en premier au niveau axillaire. Et donc, s'il y a un cancer qui se développe, forcément, dans le réseau lymphatique, il y a des cellules cancéreuses qui vont être transportées sur les petites rails, qui vont prendre un petit train et qui vont arriver dans la gare, ici. Et là, les ganglions, ils vont être envahis par, justement, ces cellules cancéreuses. Et donc, nous, en tant que radiologue, on va voir que le ganglion, il n'a plus une forme allongée avec un petit île dresseux, mais on va voir qu'il va devenir une grosse boule noire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va savoir si la femme, elle a ou pas des ganglions qui sont atteints. C'est comme on peut le voir macroscopiquement à l'œil nu. Mais parfois, il se peut que des ganglions soient touchés et que nous, on ne les voit pas à l'œil nu. Et ça va être le rôle du ganglion sentinelle, justement, qui va être d'injecter un petit produit. Donc, c'est au bloc qui font ça. Ils injectent un petit produit. Et les ganglions qui vont prendre une coloration bleue, ils vont les compter et ils vont dire, il y a eu 2, 3, 4, 5 ganglions qui ont été envahis, mais qui n'ont pas grossi au point qu'on puisse les voir à l'échographie. Et ensuite, la patiente, elle va avoir un suivi par rapport à ça particulier. Donc, un curage axillaire comme ça, c'est un chirurgien... Ça, c'est le bloc opératoire. Et c'est quel genre de spécialité s'occupe de ça? C'est toujours un gynéco? Les chirurgiens gynécologues, ouais, sont spécialisés là-dedans. D'accord. Il faut savoir qu'il y a des gynécologues qui sont spécialisés dans le sein. Il y a des gynécologues qui vont être spécialisés plus dans la partie endométriose, cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus. Donc même en gynécologie, en fait, il y a plein de spécialités. Donc c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas vraiment parler. On parle du dépistage, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est des sujets qui sont un peu tabous, mais qui sont très importants. Et ça s'appelle la scénologie, en fait, l'étude du sein, la spécialité du sein. Donc il y a les radiologues scénologues, mais il y a les gynécologues scénologues. Et en fait, on fait des staffs avec les gynécologues où on discute beaucoup en fait des dossiers des patientes, de la prise en charge, surtout quand il y a des récidives et que ça revient, comment prévenir pour que ça revienne plus, parce que le cancer du sein peut récidiver. Et c'est pour ça que les patientes qui ont un cancer du sein ont un suivi rapproché par rapport aux patients de la population générale. Donc une fois, malheureusement, si on a déjà eu le cancer du sein, le suivi, c'est plus de la mammographie. Donc là, on fait une encore mammographie. Mammographie aussi? Ouais. Ok. Passons dans un sujet peut-être un peu plus fun. Repartons sur vous, Sophie-Hélène. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous occuper de vous? Alors déjà, j'ai appris quelque chose, c'est de prendre soin de ma santé mentale. C'est hyper important. Et ce que je trouve génial en radiologie, c'est que quand je quitte le travail, je pose mon cerveau dans une boîte, je la ferme et je pense plus à autre chose. Et je déconnecte. Parce que quand j'étais jeune étudiante, je sortais avec un jeune interne qui, justement, était tellement absorbé par son travail qu'il en faisait des cauchemars, qu'il en parlait tout le temps. Et en fait, ça se voyait qu'il était torturé aussi par ça et qu'il était stressé et qu'il se réveillait. « Ah, j'ai oublié de donner telle prescription à telle patiente en plein milieu de la nuit. » Et j'ai une amie aussi qui a ce type de symptômes. Et je pense que c'est parce que c'est un travail qui est tellement prenant et où il y a une responsabilité qui est tellement importante que c'est vrai que ça peut être hyper prenant. Moi, les seuls rêves que je fais de radiologie, c'est je rêve qu'on me fait un scanner et qu'on me détecte plein de maladies. Donc voilà, c'est des rêves qui sont un peu plus... Cauchemar, plutôt, non? Et je fais des rêves un peu d'hypochondriaque, voilà. Mais je pense que c'est hyper important. Moi, j'ai la chance d'être très bien entourée du point de vue social, parce que c'est vrai que pour avoir une bonne santé mentale, il faut être bien entouré. Donc, j'ai une famille qui est très présente, j'ai des amis qui sont très présents. Donc, pour moi, cette partie-là, on va dire qu'elle est comblée. Mais voilà, j'essaye aussi d'avoir des activités qui me font plaisir en dehors de l'hôpital. Donc, je joue au tennis, je fais du sport
Et j'ai mon compte Instagram aussi qui me procure un certain plaisir parce que même si c'est relié à mon travail, c'est quand même une activité où je suis dans la création et j'aime bien avoir ma fibre un peu créative qui est exprimée parce que si j'ai pas cette fibre créative, je vais me sentir un peu enfermée. Donc pour moi, du point de vue santé mentale et santé physique, c'est important justement de faire du sport, de prendre soin de soi. J'essaye aussi de me faire des soins. Donc dès que je peux, je vais me faire un soin du visage, je vais me faire un massage. Je fais hyper attention aussi à ma santé bucco-dentaire, donc je vais voir le dentiste 1 ou 2 fois par an, parce que c'est hyper important, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de maladies qui sont liées à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, par exemple la maladie d'Alzheimer. On pourrait dire, c'est quoi le rapport? Mais en fait, il y a des bactéries dans la bouche qui peuvent justement favoriser le développement de maladies neurodégénératives. Donc voilà, je pense que la santé buccale, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est hyper important. Et il y a plein de dentistes en plus en France, donc en prothétique. Mais voilà, je pense que apprendre justement avant, quand j'étais à fond dans les études, je faisais pas ces choses-là parce que j'étais trop préoccupée par le travail. Et maintenant, en fait, j'essaie juste de faire mes rendez-vous, d'aller chez ma gynécologue d'aller chez ma gynécologue régulièrement, de faire des prises de sang régulières et de juste prendre soin de moi aussi du point de vue santé et d'aller voir les spécialistes qu'il faut que j'aille voir au bon moment, quoi. Du coup, docteur Sophie Hélène, vous avez écrit un livre. Oui. Vous avez un compte Instagram. Vous pouvez me parler un petit peu de comment vous êtes passé du clinique au grand public? Alors, tout à fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma première année d'internat... Non, pardon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon premier semestre, en tant qu'interne en radiologie, j'ai découvert plein de choses sur la radiologie dont j'avais même pas idée avant de me lancer là-dedans, parce que c'est vrai que la radiologie, c'est une spécialité qui est un peu méconnue, parce que les radiologues, déjà, ils sont en général au sous-sol, dans l'hôpital ou au premier étage. C'est pas un stage où on invite les externes à venir assez souvent, je pense, ou même les autres spécialistes pour voir comment on travaille, alors que c'est une spécialité qui est hyper intéressante. Et donc, je me suis dit, je vais faire un compte Instagram d'abord, pour moi, où je vais mettre les cas de radiologie que je vois qui sont intéressants, parce que dans les livres, en fait, j'avais pas appris ça. Et donc, je me suis dit, je vais me faire ma bibliothèque personnelle. Et j'avais un ami de la fac qui était étudiant dans les années un peu en dessous de moi, dans des promos en dessous de moi, qui m'avait posé des questions de radiologie. Et je lui ai dit, tiens, si tu veux, je vais poster des cas sur ce compte Instagram. Amuse-toi. Et il l'a partagé avec le groupe Facebook de la fac où il y avait 300 étudiants. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec 15 étudiants de médecine qui ont commencé à me suivre. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi j'ai 300 personnes qui sont arrivées sur mon compte? Ah, j'ai partagé dans le groupe Facebook, ça te dérange pas? Ah non, non, c'est sympa. Mais du coup, j'ai reçu plein de questions. Et à l'époque, les médecins présents sur les réseaux sociaux en France, ça n'existait pas. Ou en tout cas, pour délivrer des messages de santé publique, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui faisaient de l'humour. Il y avait une ancienne Miss France qui était plus axée beauté, bien-être, etc. Mais vraiment de parler de prévention et de médecine, d'expliquer par exemple les maladies au grand public, personne ne faisait ça. Et je voyais qu'aux États-Unis, c'était hyper répandu. Donc la première année, j'étais un peu discrète parce que ça ne se faisait pas trop encore. Donc je n'ai pas du tout montré mon identité. Et après, sous l'insistance des abonnés, et surtout que en 6 mois, après qu'il ait partagé le compte, j'ai eu 10 000 personnes qui me suivaient. Donc ça allait hyper vite. Et suite à ça, du coup, j'ai fait le face reveal commun que tout le monde appelle. Et donc après, de fil en aiguille, j'ai commencé à montrer ma vie à l'hôpital, comment ça se passait les gardes, comment on mange quand on est médecin le midi, est-ce qu'on a le temps de déjeuner, est-ce qu'on va au self, est-ce qu'on achète un truc à l'avance. Et c'est des choses en fait qui intéressent les gens parce que c'est toujours un peu mystérieux, le monde médical, l'hôpital, ça peut faire un peu peur. Il y a un côté un peu déprimant, austère quand on va là-bas. Et le but, c'est de créer un peu de joie et de good vibe autour de cet univers qui peut être un peu anxiogène et angoissant. Et aussi de réhumaniser les radiologues parce que souvent on imagine que c'est un peu des geeks qui sont pourtant derrière leur ordinateur, qui ont fait ça parce qu'ils n'aiment pas voir les patients, etc. Alors que c'est faux. Moi, j'adore le contact humain, j'adore l'être humain, j'adore échanger avec les gens. Et c'est vrai que voilà, le radiologue, il joue un rôle essentiel. On est proche des patients et c'est un peu ce que j'essaye de montrer à travers ce compte, c'est que voilà, les radiologues, on est là aussi pour les autres. C'est génial. Et du coup, vous inspirez les futures générations de médecins alors? Je l'espère. J'essaye de faire le mieux et de créer le plus de contenu qui peut aider les gens. Et ça me fait vachement plaisir quand je reçois, par exemple, là, alors ça va être un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai une interne avec qui je travaille actuellement.
que j'adore, qui est adorable et qui travaille hyper bien, qui est brillante. Et elle m'a dit, ouais, j'ai choisi radiologie grâce à toi parce que tu m'as montré et ça m'a donné envie. Et c'est vrai que c'est le plus beau cadeau, on va dire, que j'ai pu recevoir par rapport à ce genre de... Enfin, quand je reçois ce type de message, ça me fait vachement plaisir, quoi. La transmission, c'est important. La transmission, ouais. Dites-moi, docteur Sophie Hélène, on va faire quelques questions en rafale pour terminer. Allez, un scan inoubliable. Alors, un scan inoubliable, c'est un scanner qu'on m'avait envoyé. Alors, je n'ai pas vu ce patient-là, mais c'est un scanner où un patient s'était mis un avocat dans... Je peux en parler? Bah oui, oui. S'était mis un avocat dans le rectum et l'avocat est resté coincé. Et donc, j'avais partagé ce scanner-là et suite à ce post-là, tous mes abonnés ont commencé à m'envoyer plein d'avocats. Et donc, du coup, l'avocat est devenu mon petit logo fétiche. Donc, j'ai une abonnée qui m'a dit un jour, écoute, j'adore personnaliser les chaussures et tout. Est-ce que ça te dirait que je te fasse des chaussures personnalisées avec des petits avocats radiologues? Alors, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Et donc, elle me les a envoyés comme ça, gift total. Et j'ai tagué son compte après pour la remercier. Et voilà, donc maintenant, c'est un peu l'avocat, c'est pas un animal fétiche. Votre logo, on va dire. Voilà. Bon, on va remercier ce monsieur d'avoir eu cette idée folle. Ah, trop cool. La partie du corps la plus mal comprise. Je pense que c'est le clitoris. Ok. Parce que le clitoris, en fait, c'est un organe érectile féminin. Et jusqu'à quelques années, en fait, on n'en parlait pas, on n'en avait pas conscience. On ne savait pas qu'il y avait autant de systèmes nerveux sensitifs autour. Et je pense que le plaisir féminin a longtemps été oublié parce que voilà, ça devait être un devoir conjugal, etc. Et que maintenant, que les femmes ont plus d'indépendance et plus de pouvoir, eh ben, on réapprend en fait à faire plaisir aux femmes et à donner du poids au désir féminin. Et d'ailleurs, ils ont fait des études récentes pour voir justement les zones du cerveau qui s'activent avec des IRM fonctionnels qui étudient en fait en fonction des stimulations du corps qu'on peut avoir, quelles sont les zones du cerveau activées. Et donc, ils ont vu que le clitoris, quand il était stimulé, eh ben, ça a activé une zone du cerveau qui correspondait à la zone à côté des hanches, par exemple. Donc voilà, on fait plein de plus en plus de recherches et de plus en plus de découvertes sur cet organe qui a longtemps été aux oubliettes. Justement, en parlant de santé des femmes, un geste à faire ce mois-ci. Alors, palper vos seins. Si vous voulez, je peux vous faire un petit récap de comment on peut se palper les seins à la maison. Donc, il faut savoir que la palpation mammaire, chez soi, en tout cas, ne vous dispense pas d'un rendez-vous annuel chez le gynécologue ou la sage-femme pour justement palper vos seins. Je dis le gynécologue, la gynécologue, la sage-femme, évidemment. Donc, si vous êtes chez vous, vous vous mettez devant votre miroir. Déjà, vous regardez votre sein, vous regardez la couleur de la peau. Est-ce que les mamelons sont sortis? Si vous avez toujours eu les mamelons ombiliqués, en général, c'est pas grave, c'est pas stressant. Mais si un jour vous découvrez qu'il y a un mamelon qui rentre à l'intérieur, ça peut être un signe qui doit amener à consulter. Donc, toute transformation de la peau, une ulcération, un changement de couleur, un changement de structure, un aspect de peau d'orange, doit vous emmener à consulter rapidement un spécialiste. Et donc, pour palper ses seins, on va couper le sein en 4 cadrans, comme ça. Hop. Ensuite, on va palper région par région, en partant de la périphérie vers le centre. On peut utiliser 2 ou 3 droits, et puis on palpe en superficie, puis un peu plus en profondeur. Cadran par cadran, ça permet en fait de savoir qu'on a tout couvert. Donc, on fait le sein gauche plus le sein droit, ou le sein droit plus le sein gauche. Et surtout, on n'oublie pas les creux axillaires. Donc, on met sa main comme ça, on recherche bien si on n'a pas une petite boule. Parce qu'on n'oublie pas que le creux axillaire, c'est le premier relais du cancer du sein. Et parfois, en fait, les gens, ils se palpent et ils découvrent qu'ils ont une boule. Vous pouvez aussi palper ici en susclaviculaire. Parce qu'on peut aussi avoir parfois des cancers du sein qui font des ganglions au niveau susclaviculaire. Donc, voilà, on se palpe. On peut se palper ici aussi. Donc, on apprend à connaître son corps, à reconnaître les signes d'alerte. C'est hyper important. Mais, encore une fois, ça ne dispense pas d'aller voir le spécialiste. Ah, franchement, merci beaucoup, Dr Sophie Hélène. Cette série s'appelle Pearl of Wisdom en anglais, ou Perle de sagesse. Est-ce que vous pouvez laisser notre audience avec justement votre perle de sagesse? Qu'est-ce que vous aurez partagé avec tout le monde?
Alors moi, ça va être une phrase de motivation qui a toujours été affichée dans mon lycée et qui m'a énormément motivée dans les périodes de down. C'est une phrase de Winston Churchill. C'est ma petite perle de sagesse à moi. C'est « Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de continuer. » Bravo. Merci à vous. Donc, dis-moi, Sophie Hélène, tu portes Elastic Athletics de temps en temps. Juste, nos vêtements, comment tu les as utilisés? C'est quoi ton retour? Qu'est-ce que tu en penses? Et j'aimerais ton avis, non seulement en tant qu'utilisatrice, en tant que femme qui s'occupe d'elle, mais aussi un point de vue expert. Qu'est-ce que tu penses de la qualité? Alors, c'est vrai que pour faire du sport, moi, j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps et de sentir que je sors une sorte de tenue de combat parce que voilà, j'ai un métier qui est stressant aussi parfois et quand je fais du sport, ça me défoule. Mais j'ai besoin d'avoir un peu une sorte d'armure de combat où voilà, je me sens fit, je me sens à l'aise, etc. Et ce que j'ai constaté avec Elastic Athletics, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est très élastique et qui comprime bien. Donc déjà, j'ai l'impression d'avoir une silhouette de star quand je le mets. Donc c'est vrai que ça crée une forme, ça modèle un peu notre corps. Et ensuite, quand on fait un exercice physique, bah, c'est vrai qu'avec les microbilles, on sent sur la peau localement des sortes de petits massages, de petits frottements. Alors, on a l'impression que ça circule un peu par là où les zones de frottement sont les plus importantes. Et je trouve justement que c'est agréable d'avoir une tenue de sport qui nous motive à faire du sport. On se dit que voilà, l'activité physique qu'on a fait, elle a été utile. Et voilà, on est fiers de la porter, quoi. Est-ce que tu penses pas mal à la récupération quand tu vas faire du sport? C'est-à-dire l'étirement, etc. Bah justement, quand tu vas faire de l'effort, est-ce que tu as une routine un peu récup? Oui, l'étirement en fait partie. Ouais, alors l'étirement, c'est hyper important avant et après l'exercice physique, ça, faut pas oublier. Mais ensuite, ma routine, c'est d'aller me doucher direct après et d'être là dans ma douche, genre, j'ai fait au sport, je suis contente. C'est vraiment un moment de bien-être parce qu'il faut savoir que le sport, ça sécrète plein d'endorphines qui sont des hormones justement de bien-être, qui procurent un sentiment de bien-être, de plaisir, de détente. Et ça joue un rôle aussi sur notre santé mentale parce que on a montré que les personnes justement qui souffraient de maladies mentales, et faire du sport, ça pourrait les aider. Et donc, je pense que voilà, faire son sport en étant bien dans ses bottes, avec une tenue qui nous fait plaisir. Enfin, moi, c'est mon petit plaisir, en fait, de me sentir à l'aise dans mon corps et dans ma tenue, voilà. Super.